Pas mal de façons de gagner de l'argent à la centrale. On va dire que le core business pour nous, c'est de donner de la visibilité à des vendeurs professionnels pour qu'ils trouvent leur audience et qui vendent leur véhicule le plus vite. L'engagement utilisateur sur la partie customer facing, acheteur, etc., c'est quelque chose qu'on regarde énormément. Ouais. Et c'est un KPI super important pour nous. Il y a des choses qui ne sont pas une science très poussée pour aller augmenter notre KPI là-dessus. On a Tendance, c'est essayé des micro-détails qui des vont faire que ça il y a va- des micro-détails et des accélérer. petits ajustements qu'on est capable de faire et qui ont souvent des résultats assez impressionnants. Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 du podcast On Zone, la saison dans laquelle on parle de product, de ROI, puisque aujourd'hui on se rend compte que le milieu du digital est quand même beaucoup plus axé sur la profitabilité des produits qui soient vraiment rentables et utilisés. Bienvenue David, tu es aujourd'hui Deputy CPO à La Centrale, tu as un background plutôt dans le e-commerce, tu as un profil assez orienté tech aussi d'ailleurs au démarrage, et puis tu es depuis un an chez La Centrale. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que cette double casquette tech-product, c'est quelque chose qui est indispensable dans le métier d'un product au quotidien ou pas? Alors je sais pas si c'est indispensable, mais je trouve que c'est un énorme atout. En tout cas, ça l'a toujours été pour moi un énorme atout, que ça soit, pour, avoir des discussions avec mes équipes techniques ou pour, être plus créatif et en tout cas, si c'est pas quelque chose qui est, dans ton background ou dans tes études, moi je viens vraiment de l'engineering. Donc c'est une facilité pour moi. En tout cas, je pense que c'est, des gens qui viennent plutôt du côté business, c'est une compétence qui développent et qui leur sert. Donc Ça ouais, je dirais t'aide que à c'est pas communiquer. indispensable, mais c'est une skills qui va servir forcément dans la croissance de sa carrière. Ok, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes pas mal quand tu recrutes des product managers aujourd'hui, qu'ils aient un peu ce background ou cette bonne compréhension de la tech, comme tu le disais? On va dire, c'est peut-être quelque chose que je teste en entretien, en tout cas, pas forcément avec des questions techniques, mais en tout cas en essayant de voir s'il y a une appétence à comprendre des systèmes complexes. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien tester ou j'aime bien avoir dans les discussions que j'ai avec mes product managers, mais c'est pas le critère numéro un. Le Ok. critère numéro un, on va dire, c'est plutôt, de la curiosité. Si on a la curiosité et qu'on est au quotidien avec des équipes techniques, eh ben, on va aller développer cette compétence, c'est sûr. Ok, très clair. Tu disais que en fait, quand tu étais tech, déjà, tu avais un peu cette faculté à aller vers le business. C'était ça qui t'avait un peu conduit Ouais, justement vers je le pense métier que du product. j'ai un profil effectivement, très, appétent au business. J'ai toujours eu ça en moi. Je pense que je l'ai pas détecté assez tôt dans mes études, mais donc je me suis très très vite dirigé vers la technique et là où j'étais, à l'aise. Voilà, j'étais quelqu'un qui était fort en sciences et cetera, donc naturellement, j'ai été plutôt vers l'engineering, mais j'ai toujours eu, une appétence au business et ça m'a un peu suivi et j'ai l'impression d'avoir fait, du product management, dès mes premiers tafs dans le digital. En fait, j'avais toujours un peu cette curiosité d'aller demander à des équipes marketing, à des équipes business, pourquoi Ouais. on faisait ça comme ça et pas autrement et quels étaient les leviers qu'on voulait lever pour activer le business. Donc voilà, c'est comme ça en fait, que je suis rentré dans le product management et c'est cette appétence-là. Et je trouve que cette double compétence, encore une fois, elle est essentielle dans notre rôle et dans notre quotidien. Ouais, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, toi, tu travailles chez La Centrale, dans un univers un peu de marketplace. Qu'est-ce qui a forgé le David d'aujourd'hui, vraiment deputy CPO de La Centrale? Beaucoup de hasard, je dirais. Ce qui m'a forgé, bah, c'est mes expériences. Je disais mon démarrage plutôt dans la tech, être un développeur, discuter avec les équipes techniques, avoir, tout de suite cette appétence business, discuter avec, des marketeurs, discuter avec, des gens qui n'avaient pas forcément, cet ADN digital, au départ et je pense que c'est comme ça que j'ai construit, le product management expert que je suis aujourd'hui. Et après, au hasard des rencontres et des passions différentes que j'ai développées, et bah, c'est, le profil et le deputy CPO de la centrale qui s'est créé et avec, bah, toutes ces skills relatives au produit.
C'est ta grande curiosité du coup qui va au-delà de la tech ou du Ouais, product, et c'est les sales, le marketing qui t'ont toujours intéressé en fait et qui je font de pense que toi un... c'est quelque chose qui me guide depuis toujours, c'est la Ouais, curiosité. Je le disais tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est aussi une qualité ou en tout cas un profil, une valeur que je recherche beaucoup chez mes product managers et en tout cas avec les gens avec qui j'aime bien travailler. ok, hyper intéressant. Aujourd'hui, donc, tu travailles à la centrale, on l'a déjà dit. C'est la plateforme de référence, de vente de véhicules d'occasion, également un peu de leasing aujourd'hui. Un peu plus de 250 salariés en 2024, et puis je crois que c'est resté assez stable. À peu près plus de 80 personnes dans les équipes tech, produits et data. Donc c'est quand même aujourd'hui assez conséquent. Quand tu es arrivé, tu as rejoint Thomas, qui est CPO aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Quel a été ton ressenti le premier jour quand tu es arrivé dans les bureaux? Ah, c'est une bonne question et je pense que quand on arrive le premier jour à la centrale, ce qu'on ressent très vite, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est beaucoup d'esprit entrepreneurial et je pense que c'est quelque chose qui est insufflé par le management, aujourd'hui et c'est une équipe de management qui est assez récente, notamment, Philippe Chénieux, notre CEO, il insuffle beaucoup cette énergie, et donc le dynamisme, l'envie de challenger. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, à mon arrivée et ce qui m'a surpris aussi à mon arrivée, c'est, le potentiel qu'il y a derrière cette marque, derrière la centrale. Heu et Tu connaissais l'univers automobile avant ou pas du tout? alors, pas du tout, peut-être en tant que simple consommateur, Ouais, mais c'est vraiment un univers, nouveau pour moi, même ouais. si, j'ai toujours travaillé dans des marketplaces. Donc, un peu malgré moi, j'ai toujours travaillé, dans la mise en relation, de personnes, enfin sur une plateforme. Donc Puisque ça la m'était pas précédente étranger. expérience Ouais. était Le Bon Coin, Oui, justement. oui, j'ai travaillé au Boncoin, j'ai travaillé chez Vide Dressing et en fait, c'était notre cœur de métier. Donc, l'expérience de la marketplace, c'est vraiment, quelque chose que je connais bien, mais le milieu automobile, pas du tout et Ouais, enfin, ce qui est aussi excellent aussi dans cette expérience, ça fait à peine un an que je suis là et j'apprends encore, tous les jours, sur ce milieu et à quel point il est vaste. trop bien. C'est quoi un peu aujourd'hui, pour qu'on se projette avec toi, les trois axes majeurs de la centrale dans les 6 prochains mois, les trois enjeux? Waouh! Heu, Je te je prends de m'étais pas court. préparé à cette question, mais je dirais, les 3 enjeux principaux. Hem, je pense que c'est, un des enjeux, c'est de vraiment, se différencier sur le marché français, d'asseoir notre position, unique, d'acteur de marketplace sur l'automobile, de leader, sur cette partie-là et du coup de continuer à se différencier, de continuer à monter sur la chaîne de valeur, et d'être le one stop shop comme on aime le dire en interne pour venir acheter, un véhicule, en France. Ok, Heu, Autres, enjeux, c'est de fidéliser, aussi, notre clientèle. En fait, l'acte d'achat, d'un véhicule, il se fait sur un temps long. Ça, c'est un peu une spécificité de l'automobile. On va dire qu'on va renouveler son véhicule tous les 3, 5 ans, voire 7 ans. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel, on réfléchit à comment on va fidéliser notre audience. Et enfin, des axes sur l'innovation. Je pense, notamment, aux véhicules électriques, qui bouleversent un peu notre marché et comment, en fait, à la centrale, on offre la meilleure expérience pour, acheter, des véhicules électriques, qu'ils soient de seconde main ou pas. trop bien. Justement, tu me tends une perche puisque l'aspect de fidélisation m'intéresse beaucoup. On sait que aujourd'hui, vos clients, globalement, ils vont pas racheter 2 voitures par an. Ils vont avoir des périodes où ils vont rentrer en contact avec votre produit assez longues. C'est-à-dire que vous évaluez, je crois, à 3 ou 5 ans les deux touchpoints que vous auriez avec vos clients. Comment on fait de la rétention dans votre univers? Comment ça marche? Alors, en tout cas, avant la rétention, enfin, en tout cas, d'abord la rétention pour nous, ça passe par, être très bon dans le moment, d'achat, enfin, en tout cas, entre la, prise de décision de: je veux renouveler mon véhicule», jusqu'à, l'acte d'achat. Dans les 3 mois à peu près qui séparent Vraiment ça. très bon, voilà, c'est à Ouais. peu près une dizaine de semaines pour, passer de,
j'ai envie de changer de véhicule à vraiment le changer et il faut qu'on soit très bon là-dessus. Donc l'idée de la rétention et de cette, en tout cas de faire en sorte que, les utilisateurs qui arrivent sur la centrale, bah, ils restent sur la centrale et qu'ils ne ressentent pas le besoin d'aller voir ailleurs pour trouver le bon véhicule. Et que tout de suite on accroche, nos utilisateurs avec ça en leur proposant, les bonnes recommandations, les bons véhicules, les bonnes fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment notre focus principal. Mais évidemment, si on veut, être dans le temps, la plateforme numéro un, il va falloir qu'aussi qu'on travaille et c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, sur comment, on retient au-delà, de, son achat, son acte d'achat ou son acte de vente, l'utilisateur sur la plateforme et là, ça va peut-être passer par des fonctionnalités comme, la gestion de son garage, la gestion en tout cas enfin enregistrer le véhicule qui nous appartient et pouvoir, proposer, des services, informer sur l'évolution du prix de son véhicule, l'informer sur, le bon moment pour, renouveler son véhicule et plein d'autres services additionnels. Comme je te disais, le milieu de l'auto et c'est un milieu qui est très vaste, Ouais. et donc il y a plein de choses à faire aussi là-dessus et c'est là où on va passer, d'un modèle de, marketplace un peu classique à, quelque chose de beaucoup plus avancé et beaucoup plus pertinent sur le milieu de l'automobile. Donc en fait, ce que tu dis, c'est si moi aujourd'hui, j'ai envie, j'ai besoin d'une Clio, je viens l'acheter, je rentre en contact avec la concession grâce à la centrale, vous allez peut-être avoir l'information à un moment ou un autre que je détiens cette Clio et c'est de savoir me dire au bout de 3 ans, 4 ans, tiens, tu dois avoir fait, je dis n'importe quoi, mais 40 000 km, 50 000 km, il est peut-être temps de vendre ton véhicule pour en racheter un autre. Donc c'est vraiment de pouvoir intervenir, j'imagine, sur toute la chaîne jusqu'au prochain achat de véhicule. Tout à fait. Trop bien. Intéressant. Est-ce que justement, l'app mobile, puisque vous en avez une aujourd'hui, est-ce que c'est un vrai levier dans cet aspect de rétention, de fidélisation ou pas? En tout cas, c'est un vrai axe sur lequel la centrale, travaille tous les jours. On va dire que l'app mobile, c'est très important pour nous parce que, on pense que l'acte de passer du web aux apps, c'est un acte très, très engageant. Ça veut dire Ouais. que l'utilisateur, il est acquis à la centrale et il a envie vraiment d'aller plus loin avec nous. Je Ce qu'on constate aussi, c'est que, l'app, c'est, des utilisateurs qui sont au moins 2 fois plus engagés, Ok. voire encore plus que ça. Donc on a de plus en plus de chances de les faire convertir. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous d'aller les amener sur l'app. Hem et enfin, je dirais que c'est des fonctionnalités qui sont beaucoup plus pertinentes pour, l'utilisation de tous les jours. Quand on crée des alertes, quand on crée des, recherches sauvegardées, quand on est engagé et ben, on y accède beaucoup plus vite. Ouais. Et enfin, peut-être que, je me fais des idées là-dessus, mais moi, je suis pas un utilisateur qui désinstalle souvent, ces applications, qui fait souvent le ménage, dans ces applications. Donc peut-être que 2 3 ans, voire, plus après, eh ben, j'ai encore l'app sur mon application et donc du coup, je suis un vrai client fidélisé, Ouais. grâce à l'app. Ouais, je suis d'accord, c'est intéressant. Comment tu arrives aujourd'hui dans tes équipes, je ne sais pas si vous avez ça en interne, etc., à dire, OK, en moyenne, on a X% d'utilisateurs qui sont fidèles et donc quasi une métrique que vous allez suivre dans vos choix produits, dans toutes les décisions, les roadmaps, etc., que vous allez établir. C'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est comment on segmente bien nos utilisateurs. Il y a peut-être une partie des utilisateurs que j'ai pas mentionné avant sur l'app, mais on a aussi des power users. Ouais. C'est vraiment ces utilisateurs-là qui sont des fans d'automobile, qui ont vraiment des recherches précises, qui passent leur temps à, parcourir le site à la recherche de nouveautés, de nouveaux véhicules, souvent des véhicules anciens, peut-être des Ouais, d'accord. collectionneurs et cetera. Donc ça, c'est des utilisateurs qu'on identifie bien et à contrario, on a des utilisateurs, d'autres segments d'utilisateurs qui arrivent vraiment avec un besoin, qui est pas forcément précis, qui arrive avec un budget, une famille à loger dans son véhicule et qui arrive sur la centrale pour renouveler. Donc, voilà, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on voit nos typologies d'utilisateurs. Mais en fait, on va essayer d'être de plus en plus précis sur, la manière de les segmenter et la manière de les adresser et la manière d'adresser leurs premiers besoins aussi. Ouais, tu as les grands fans en fait qui sont très experts et qui savent exactement ce qu'ils veulent avec tous leurs filtres, etc. Et puis à l'inverse, tu as ceux qui sont beaucoup moins
connaisseurs du milieu de l'automobile et qui savent juste que bon, ils ont besoin d'une 6 places à max X 1000 euros et puis là, vous les guidez et vous les accompagnez dans le Ouais. choix du modèle, quoi. Tout à fait. Bah, là, c'est l'enjeu de la centrale, c'est vraiment d'être capable d'adresser à la fois les besoins de ces 2 typologies Ouais, d'utilisateurs. Voilà et entre ces 2 typologies d'utilisateurs, il y en a plein il y en d'autres a et plein ouais. entre les 2 parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, pas forcément des fans d'automobile, mais qui sont très intéressés. La mobilité, c'est un sujet qui passionne les foules. Ouais. Regardez tous les, articles qu'on a en ligne, sur, la transition à l'électrique et cetera. Donc en fait, on a même des utilisateurs qui sont pas forcément des passionnés qui connaissent déjà, très bien comment fonctionnent les automobiles et vers quel choix ils vont aller. Donc, le spectrum de typologie d'utilisateurs, Il est il est énorme. quand même très large, En ouais. fait, c'est un marché qui touche globalement tout le monde. Donc, Ouais, tout tu à as fait. pas de persona à proprement parler. Tu Mmh. adresses un marché dans son entièreté, quoi. Tout à fait. Ah, c'est aussi ce qui me passionne dans cette aventure avec la centrale, c'est, en fait, on touche tous les Français. Ouais. On touche tous les Français, tout le monde a besoin d'un véhicule, tout le monde connaît quelqu'un qui a besoin de renouveler son véhicule. Voilà et peut-être des gens très, très citadins qui ont pas besoin de mais ils ont toujours besoin de louer un véhicule à un moment donc Ouais, c'est tout vrai. le monde est touché par le sujet de C'est l'automobile, hyper en intéressant, France. ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le business model, de la centrale? Ça fonctionne comment? Comment vous gagnez de l'argent? On va dire, il y a pas mal de façons de gagner de l'argent à la centrale. On va dire que le core business pour nous, c'est de donner de la visibilité à des vendeurs, professionnels, pour qu'ils trouvent leur audience et qui, vendent leur véhicule, le plus vite et donc en fait, ce modèle économique-là, c'est un modèle très, traditionnel dans le milieu de la petite annonce et en fait, c'est le modèle sur lequel on capitalise, essentiellement et après on a plein de services additionnels, qu'on essaye de monétiser. On en parlait du rachat express, des partenariats avec, des organismes financiers, des assurances et Ce cetera. sont des revenus Voilà, qui complémentaires, sont mais des en tout cas revenus le complémentaires, mais on va dire que l'essentiel de notre business, c'est, effectivement l'apporteur d'affaires, l'apporteur de leads, à nos vendeurs professionnels. OK, très chouette. Hem, Parlons maintenant un peu de ROI. Aujourd'hui, la centrale est une boîte qui est profitable, depuis, longtemps. Comment, au quotidien, dans tes équipes produits, tu arrives à arbitrer tes différentes priorités? Est-ce que vous avez une culture très forte justement, du ROI? Tiens, on va développer, telle feature, le niveau de risque est à tant et du coup notre rentabilité, estimée, ça va être soit lié à l'acquisition, soit lié à l'augmentation du trafic de lead. Enfin, il peut y avoir plein de métriques. Comment tu arrives à suivre ça au quotidien dans tes équipes? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Je dirais que c'est assez inscrit dans la culture de l'entreprise. Une des forces en fait de la centrale, je pense en ce moment, c'est, d'avoir des stratégies qui sont claires et définies. Et du coup, on essaye de focus, en tout cas de focus le plus nos équipes, sur des, KPI qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs de croissance. Ouais, Et du coup, je pense que c'est une démarche qui est assez partagée, à la fois au niveau de la direction et au niveau de nos équipes produits pour aller, focus et arbitrer sur, qu'est-ce qui va, nous faire croître et voilà et donc c'est comme ça que je pense on a cette culture très héroïste et qu'on va prioriser les projets et qu'on va être le plus assez transparent sur, pourquoi on a priorisé tel projet plutôt qu'un autre. Et souvent, c'est le débat, c'est qu'est-ce qui rapporte le plus? Qu'est-ce qui a le meilleur ROI? Qu'est-ce que dans quel time to market on va pouvoir le faire? Et voilà, c'est comme ça qu'on a cette culture assez héroïste dans la priorisation de nos projets à la centrale. si je devais te demander comme ça un peu à la volée, 3 KPI que vous pourriez suivre, par exemple, au quotidien dans tes équipes. Toi, tu es plutôt côté, client, tu me disais. Ouais, mais je suis Ça plutôt serait s lesquels? ouais, effectivement, je suis plutôt sur la partie consumer facing, donc Ouais, plutôt, orienté, très focus sur l'acheteur. ouais, Ce qu'on va regarder, beaucoup, et enfin et même essentiellement, c'est, le nombre de leads qu'on est capable de générer pour nos clients. C'est là-dessus qu'ils nous jugent, ouais. même le nombre de leads, voire le nombre de transactions et après, bah, nous, on a défini, un peu comme dans un product tree KPI, plein de sous-KPI qui viennent soutenir ce volume de leads, comme, l'engagement de nos utilisateurs, l'efficacité de notre moteur de recherche, des KPI sur le contact, Ouais, ou notamment, tu sais, notre ambition sur les apps, ouais. comme le fait d'avoir le plus de, enfin, essayer d'attirer le plus possible d'utilisateurs sur nos apps.
OK, hyper chouette. Hem, Est-ce que tu as des exemples aussi, tiens, d'arbitrage, produits qui ont été peut-être plus durs à faire récemment parce que contrainte business ou parce que, contexte particulier? J'ai pas un exemple, très clair à te donner, mais en tout cas, ce quand on a des difficultés d'arbitrage, c'est souvent qu'on a, une bonne idée, mais qu'on a des contraintes en termes de bande passante et souvent, c'est là où voilà, on doit faire des choix et qu'on essaie de les faire de plus en plus en transparence et avec, le support du COMEX pour nous aider là-dessus. Mais forcément, comme, beaucoup d'équipes et d'entreprises, on a beaucoup plus d'idées qu'on est capable d'en réaliser. Ouais. En particulier, je vais dire que, bah, la centrale, pour l'instant, c'est très, Classify 2.0. On reste, sur des services assez classiques pour, amener, des leads à nos vendeurs professionnels. Mais on a évidemment plein d'idées pour, rajouter des revenue lines, plein de services additionnels auxquels on pense et notamment le secteur de l'automobile en regorge. C'est très large, il y a énormément de choses à développer bah, souvent, bah, les trade-offs, ils se font là-dessus. Ils sont plutôt sur, bah, voilà, on a plein de bonnes idées, mais certains éléments de notre core business nous apportent, un ROI beaucoup plus immédiat, beaucoup plus fort et donc du coup, on va prioriser ces sujets-là plutôt que, bah, certaines innovations auxquelles, on aurait, vraiment envie de s'atteler. Ouais, en fait, tout est une histoire, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure au déjeuner, c'est un peu une histoire de portefeuille d'investissement. C'est que j'ai mon portefeuille où je sais que j'ai des choses qui, globalement, vont servir mon core business, donc vont être rentables. C'est-à-dire que je prends pas trop de risques. Et puis d'autres, peut-être des innovations, peut-être 10% de votre activité demain côté produit tech data. Et Ouais, de vous dire, bah voilà, je dédie ça à un nouveau produit, une nouvelle business line que je pourrais ouais, sortir. Donc c'est toute une histoire d'arbitrage, j'imagine, au quotidien en ouais. fonction de ça. Ouais, on en parlait, au déjeuner effectivement dans le portfolio, de nos projets, on a forcément des choix à faire Ouais. et on va dire que dans le contexte dans lequel je suis arrivé à la centrale, il y avait énormément, de low hanging fruit, en tout cas des sujets, très héroïstes qu'on pouvait, traiter assez rapidement bah, c'est très excitant parce que c'est enfin, en tout cas, on a le pied sur la pédale d'accélérateur, Ouais. pour faire une analogie avec l'automobile. On a le pied sur la pédale d'accélérateur et dès qu'on fait un projet et ben, on voit les KPI s'envoler et ça, c'est vraiment vraiment super. Par contre, bah, sûr que dans notre portfolio de projets, bah, il y a moins de bets, il y a moins de paris, il y a moins de prise de risque bah, quand on aura, fini d'adresser, tous ces sujets, qui vont, nous faire accélérer immédiatement, bah, on aura peut-être un portfolio qui va se structurer différemment avec un peu plus de prise de risque, un peu plus de projets stratégiques à long terme et moins de low hanging fruit. Ouais, OK, donc priorité au core business et puis, après, ça n'exclut pas qu'en 2026, Tout à fait, il y a un peu plus d'innovations qui sortent, que dans le passé. OK. tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que, tu as un exemple, de projet, à me donner ou de feature ou de mini, épique que vous avez travaillé, où vous avez eu un ROI, que vous attendiez pas forcément et qui a été hyper concluant, dans les équipes? Mmh, j'y ai pas pensé à celui-là. Hem En vrai, on a la chance d'avoir, dans notre roadmap, énormément de petits, enfin de sujets où, en fait, on a juste à les implémenter et on voit les KPI, grandir. Ouais. Par contre, il y a peut-être plutôt quelques micro features ou quelques micro quick wins qui nous ont fait vraiment réaliser qu'on en avait sous la pédale. C'est, bah, des petites optimisations, sur la page détail, des optimisations, qu'on cherche à faire pour, mettre plus en valeur, les fonctionnalités d'engagement pour créer un compte, pour créer une recherche sauvegardée, pour créer, des alertes prix et cetera. On s'est rendu compte qu'en fait, à partir de tout petits changements, on était capable d'aller faire, d'aller augmenter nos KPI de manière assez impressionnante on n'avait pas conscience, au début que, bah, en fait, avec des tout petits projets, des tout petits quick wins et ben, en fait, on arrive à avoir des impacts forts. Parce Voilà. qu'en fait, c'est vrai que quand tu te projettes un peu, tu nous disais, voilà, tu as à peu près, tu combien de temps déjà entre le début d'un projet d'achat et tu 10 semaines à peu près, tu Ouais, disais? on disait à peu près 3 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, dans ces 3 mois, j'imagine que, hop, tu vas avoir un véhicule, tu vas dire: «Zut, il est un peu cher», donc effectivement, tu vas mettre une alerte et puis si ça baisse, tu vas dire: «Bah, génial, j'en rêvais», et cetera. Donc j'imagine qu'effectivement, il faut quand même réussir à faire en sorte d'avoir le maximum de
valeur à apporter à l'utilisateur pendant cette période des 3 mois, donc Ouais. d'arriver à capter ce qui l'intéresse, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, l'engagement utilisateur sur la partie, customer facing, acheteur et cetera, c'est quelque chose qu'on regarde énormément Ouais, et c'est un KPI super important pour nous et en fait, il y a pas d c'est il y a des choses qui sont pas, une science, très poussée pour aller, augmenter, nos KPI là-dessus. On a ch essayé t'entends, de c'est des et voilà, micro-détails qui vont faire que il y a des micro ça va détails et des accélérer. petits ajustements qu'on est capable de faire et qui ont souvent des résultats assez impressionnants. OK, hyper intéressant. Là-dessus, tu me disais que vous aviez aussi un environnement, chez la centrale qui était très, sales-led, donc vraiment, drivé par le business. Aujourd'hui, comment tu arrives à protéger peut-être tes équipes produits, de toutes les demandes qui vont, émerger côté sales? Mmh. Et comment vous arrivez à quand même rester indépendant et à savoir dire non peut-être à certains moments, aux équipes commerciales? Déjà, je pense que c'est une force à la centrale d'être assez sales-led. En tout cas, ça l'a été, pendant les dernières années. Moi, ça fait 1 an que je suis là et je connais pas tout le passif, mais je me rends bien compte que, tout ce que demandent, les équipes commerciales, il y a souvent vraiment des choses super intéressantes à aller développer et l'idée souvent, c'est plutôt de trouver d'avoir le bon niveau de discussion pour dire: «Bah, en fait, ce que vous apportez, ça peut aussi être complémentaire avec, des fonctionnalités qui vont apporter aussi à nos acheteurs» et du coup de réconcilier ça et d'avoir ce niveau de discussion, je trouve que c'est hyper important. Parce que les sales interviennent beaucoup en fait, côté plutôt, professionnel de Voilà. l'automobile, donc ceux qui vont, mettre en avant ceux qui vont, publier les annonces en fait, hein, sur la centrale et vous, vous intervenez plutôt, sur la partie, consumer facing, donc c'est de se dire: «OK, une demande professionnelle va peut-être avoir de Ouais. l'impact ou va avoir une incidence sur le côté, consumer». Tout à fait. En tout cas, mon focus qui est plutôt la partie consumer facing, vraiment l'expérience acheteur, Ouais, elle peut bénéficier de demandes qui viennent des vendeurs professionnels. Les vendeurs professionnels, ils ont vraiment l'envie, le désir d'être valorisés. Il y a ouais, des manières de les valoriser, qui vont avoir beaucoup de valeur pour nos acheteurs et d'autres manières qui vont être plutôt des ego features et qui vont pas forcément, servir nos acheteurs et donc on va essayer de prioriser ensemble celles qui sont des win-win. Bien sûr, pas toujours, de temps en temps, on va faire des choses qui sont un peu plus, dédiées à satisfaire nos vendeurs professionnels. D'autres fois, c'est des choses qui sont plus dédiées à satisfaire nos acheteurs, mais c'est trouver ce bon niveau d'équilibre, avoir cette discussion-là, assez ouverte avec les sales, réfléchir ROI, ensemble et surtout à être très transparent, sur, ce qu'on va faire rentrer dans les backlogs ouais. et transparent dans le sens où, bah, le COMEX pourra, en discuter et nous aider et nous guider à, avoir le bon niveau de priorisation, pour ces sujets-là. OK, très chouette. Sur la partie justement, marketplace, on sait qu'aujourd'hui, l'arrivée de l'IA, plus en plus, tous les sujets d'open data et cetera, on se demande quelle est la valeur peut-être d'une marketplace aujourd'hui, puisque, bah, l'IA peut nous fournir aussi pas mal de données. Quelle est un peu ta vision là-dessus aujourd'hui, sur l'évolution même du rôle d'une marketplace? Et bah, je pense que toutes les marketplaces se posent cette question en ce moment évidemment. Je dirais que ça va forcément être un quelque ch une, enfin, en tout cas l'IA, ça va forcément être quelque chose qui va, bouleverser, comment on interagit avec une marketplace. Je crois que l'IA, enfin, j'ai le sentiment qu'elle est très, forte à, nous aider à rentrer dans une phase de discover. En tout cas, tout ce qui est recherche, tout ce qui est inspiration, tout ce qui est, données complémentaires pour, affiner ma recherche, je crois qu'elle va vraiment, surpasser tout ce qu'on est capable de faire, actuellement et dans un monde où il y a beaucoup d'agents, bah, peut-être que, bah, la centrale va être un petit peu moins, utilisée, pour ces problématiques-là et par contre, je pense qu'il y a, au moins autant d'opportunités qu'il y a de menaces, derrière l'IA. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir développer, pour, se placer bien sur l'intermédiation entre
l'acheteur et le vendeur. L'acheteur va pouvoir avoir des outils de négociation qu'il n'avait pas avant. Il y a plein de fonctionnalités et du coup, il va falloir qu'on prenne ce tournant-là et qu'on le prenne vite. Ça va forcément nous bouleverser. Mais à la centrale, ou en tout cas de ces marketplaces qui sont en pignon sur rue, on a la chance d'avoir Une notoriété de une marque. notoriété de marque, une marque qui est vraiment forte. Et je pense que les IA vont faire belle place aux marques qui ont cette notoriété-là. Et l'idée, c'est d'aller être les premiers à créer des partenariats avec ces agents et de bien se positionner sur ça. Et je pense que la marque elle-même est un très bon vecteur pour bien Carrément. se positionner. Et ça me rappelle beaucoup aussi le SEO. On peut faire le parallèle entre les agents IA et le SEO. Et forcément, je pense qu'il y a un peu de... le SEO, on peut se dire ils auraient perturbé complètement le marché. Google serait capable d'aller faire l'intermédiation entre les vendeurs professionnels et les acheteurs particuliers. Mais finalement, ils ne le font pas parce qu'il y a des marques fortes en face, parce que c'est pas leur cœur de business. Donc je pense qu'il y a dans ce nouveau monde, il y a bien autant d'opportunités qu'il y a de menaces. Après, de manière très concrète, est-ce que tu as beaucoup d'utilisateurs, de clients qui vont demander à ChatGPT de les accompagner dans leur choix de véhicule et qui vont arriver sur une fiche véhicule ou sur une page recherche grâce à ChatGPT? Il y en a beaucoup, ça? En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de mesurer, qu'on essaie Ouais. de voir. Je pense que c'est un indispensable parce qu'on voit la croissance qu'il y a sur ce genre d'usage. Et forcément, ça va être quelque chose qui va nous impacter. Je pense que pour l'instant, c'est un peu difficile à dire. Je n'ai pas les chiffres et je ne serais Ouais, pas bien sûr. capable de te les communiquer. Mais Mais ça arrive, la ça arrive et c'est en croissance est telle croissance. qu'on sera obligé de s'y mettre. Donc, est-ce que il y a toujours un débat, je pense, qui existe encore sur le web, qui est de dire est-ce qu'ils arrivent, ceux qui arrivent des agents IA, est-ce que c'est des utilisateurs ou des acheteurs plus qualifiés que ceux qui venaient sur le SEO auparavant? Honnêtement, je le sais pas, je saurais pas le dire, Ouais. à l'heure actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance de fond qui change et du coup, il va falloir s'y adapter. Ouais, je me souviens de nos premiers leads qu'on avait eu nous sur, je te parlais aussi de la Fabrique Net, qui est un modèle de marketplace en fait, qui Mhm. met en relation des porteurs de projets et des agences. Et je me souviens que les premiers leads où on avait l'UTM Source qui était ChatGPT, on se disait ah oui, c'est vrai que en fait, il faut quand même bien le considérer. Et puis la centrale, c'est une référence, tu disais, c'est une marque connue. Il y a là beaucoup de données structurées. Donc en fait, c'est aussi quelque chose, si on arrive à bien l'exploiter, qui est quand même beaucoup cité par les IA parce que c'est de la donnée facilement analysable et puis exploitable Ouais, derrière pour eux, quoi. ouais, tout à fait. Aujourd'hui, vous avez aussi le sujet de l'électrique, du leasing qui arrive. C'est une tendance en tout cas. Comment vous arrivez à prioriser ou à arbitrer justement le fait de surfer sur une tendance, le fait d'attaquer un marché directement? Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce qu'il faut attendre un peu? Enfin, comment tu arrives à jongler un peu là-dessus aujourd'hui dans les arbitrages produits dans tes équipes? Mm. C'est vrai que le leasing et l'électrique, c'est des bons exemples. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias, qui touche tous les Français. Et au-delà d'une tendance, c'est pas une tendance éphémère, c'est vraiment des mouvements de marché et on sait que ça va arriver. Le débat, c'est souvent à quelle vitesse on réagit par rapport à ces changements de marché. Ouais. Et souvent, ce qu'on essaie de se poser comme question, en tout cas, ce qu'on essaie de se poser comme question à la centrale, c'est quoi le coût de ne pas le faire finalement. C'est difficilement mesurable en termes de ROI immédiat, ce genre de move. Mais en tout cas, si on ne le fait pas, à quel point on va prendre du retard et à quel point on pourrait se faire piquer le leadership par une autre marque. Donc, c'est jamais facile de prioriser des sujets qui sont des tendances de fond, mais qui ne constituent pas encore des vraies poches de business. Ouais. Mais souvent, ce qu'il faut réfléchir, c'est d'avoir une stratégie un petit peu plus long terme, se dire qu'est-ce que ça va nous coûter sur les années prochaines de ne pas le faire Ouais. et comment on y réagit. Et je pense que sur ces deux sujets-là, la centrale a vraiment fait des choix forts, c'est d'y aller à fond et de traiter ces sujets-là et de développer une vision très forte sur qu'est-ce que ça va être la centrale dans ce nouveau monde qui a de l'électrique ou le mode d'achat principal
principal ou un des modes d'achat principal, ça sera le leasing et plus l'achat cash. Ouais. Voilà, donc en tout cas, Ça, c'est on une y des croyances que réfléchit. vous avez chez la centrale, typiquement l'évolution du mode d'achat? L'évolution du mode d'achat, je ne sais pas si c'est une croyance de la centrale, c'est plutôt quelque chose qu'on voit venir. On voit le Ouais, prix des véhicules neufs augmenter, donc le prix des véhicules d'occasion qui vont forcément augmenter. ouais. Et on sait que c'est vraiment un enabler fort. Voilà. Et si on regarde l'EV aussi, on regarde la proportion des véhicules qui sont vendus sur le neuf en véhicules électriques. On sait que c'est une tendance qui En va fait, la arriver. Donc data vous montre que voilà, la naturellement, le data nous marché le évolue montre. Donc là. c'est pas des Ouais, convictions qu'on sort de notre poche, c'est pas ouais, des bien sûr. convictions profondes. C'est des tendances que vous C'est des analysez. tendances qu'on analyse et qu'on voit venir et sur lesquelles on sait qu'on doit investir sur le long terme. Ouais, d'accord. OK. Hem, Aujourd'hui, l'IA dans tes équipes, en interne avec, tes product managers, hem, quelle est un peu ta vision là-dessus? Est-ce que, c'est quelque chose qui va, les accompagner au quotidien dans des phases de discovery? Est-ce que c'est quelque chose, qu'ils vont beaucoup, utiliser dans leurs échanges avec les devs? Est-ce qu'ils vont faire pas mal de lovable, de choses comme ça? Comment ça se matérialise dans les équipes de la centrale aujourd'hui? Je pense qu'on est tous en train de réfléchir à ça, Ouais, que ce soit à la centrale ou dans toutes les startups et personnes qui sont en train de travailler sur le digital. On est en train de réfléchir à ces enjeux-là. Et dans le domaine du product management, il y a énormément d'opportunités. Je pense à aller sur comment enfin, énormément d'opportunités sur une manière différente, une manière plus productive pour travailler demain. ouais. Et donc tu le citais, il y a la partie prototypage avec des outils comme Lovable, avec plein de choses qu'on teste à la centrale. C'est Il y quoi? a, Ça va être plutôt sur le B2B de votre côté, donc plutôt, la partie, concessionnaire professionnelle ou ça va être aussi sur la partie client, par exemple, c'est le prototypage que vous faites? Ça, je pense, on l'imagine que ce soit sur le B2B ou comme sur le B2C. Ouais, Enfin, en tout cas, notre ambition, c'est d'aller tester des choses et en tout cas de donner à nos product managers des outils qui peuvent leur faire recueillir du feedback plus rapidement. ouais. Et ça, c'est une opportunité hyper intéressante. Mais il y a déjà en interne beaucoup d'usages de l'IA qui nous fait gagner de la productivité. Et pas uniquement sur du prototypage, pour aller écrire des spécifications, pour aller réfléchir à notre stratégie, pour se challenger ce qu'on a produit, plein de choses comme ça. Toi-même, tu me disais que tu avais fait Euh, un petit test, une petite extension, ouais, Chrome, grâce un peu à l'IA, ça t'a permis d'aller beaucoup plus vite, ça t'a permis d'aller tester, un concept, ouais, avec ton tout à fait. navigateur? Tout à fait. Bah, pour prendre cet exemple, j'avais vibe codé une petite extension Chrome et qui allait interagir avec ChatGPT, avec des prompts, etc. Et c'est déjà quelque chose que j'ai pu faire moi-même sans soutien technique. Ouais. Et en plus, qui m'a permis d'aller évangéliser mon équipe de product manager sur l'importance d'écrire un bon prompt, Tu sens qu'un etc. peu la Donc, tendance a changé depuis, je sais pas, je peux prendre janvier dernier. Tu sens quand même que les cartes, ont un peu basculé et que maintenant le product manager n'a plus trop le choix que d'adopter ces outils? euh, j'en suis convaincu. Enfin, on en parlait au déjeuner, on avait dit certainement que l'IA ne remplacera pas notre métier de product manager, Mmh. mais je pense que le product manager augmenté avec l'IA va remplacer le product manager qui n'utilise pas l'IA. Ouais, carrément, je suis d'accord. Moi, j'ai une question quand même, c'est comment on arrive aujourd'hui, à faire bosser, des sales et des produits ensemble? Comment concrètement, un lundi matin, je sais pas, vous arrivez tous, dans vos bureaux, comment ça se passe? Est-ce que, les sales remontent des demandes, via un outil en interne, avec, des suggestions parce qu'ils entendent ça, de la part de leurs clients? Comment ça se passe concrètement? Et je pense qu'à la centrale, on met beaucoup de valeur à la communication Ouais, face à face. ouais. Donc, on a la chance d'être en contact de ces sales et Vous êtes dans les mêmes bureaux d'ailleurs au on est quotidien, dans les mêmes bureaux au quotidien. Après, on a des sales qui sont sur le terrain et qu'on a l'opportunité de rencontrer de temps en temps. Et souvent, ils nous rapportent des choses hyper intéressantes. Et pour notre travail de product manager, c'est vraiment,
on se nourrit en tout cas en tout cas de ça, mais on essaye d'avoir un échange, d'échanger de façon assez quotidienne. Alors moi, je suis plutôt je me focus plutôt sur la partie consumer facing, sur la partie acheteur, mais quotidiennement, il y a des moments où on se rejoint et on a ce débat-là est-ce que ça peut apporter à la fois de la valeur pour nos vendeurs et à la fois de la valeur pour nos acheteurs. Donc, Ok. voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inné en vous et que de toute manière qui existe depuis le début de la centrale et Ouais, vous n'avez pas de difficulté à faire communiquer les équipes ensemble. je- on peut en avoir. Forcément, c'est des Ouais. métiers qui Mais c'est dans l'ADN. qui sont pas de la même manière, mais en fait, c'est dans notre ADN. En tout cas, Ouais. notre ADN, normalement, ça doit être dans notre ADN de product manager, de vouloir prioriser ces sujets-là et d'essayer de trouver des sujets héroïstes qui vont nous aider à participer à la croissance de l'entreprise. Donc, c'est une source infinie d'inspiration, tous les feedbacks qui nous proviennent des sales. Carrément. Et aujourd'hui, vous avez quand même une valeur de trafic sur la centrale qui est certes liée à une notoriété de marque. Vous devez avoir pas mal de requêtes sur le nom de la marque, mais vous devez aussi avoir pas mal de trafic qui vient du SEO, sur des pages de comparateurs, etc. C'est aujourd'hui une des sources principales quand même de trafic chez vous, le SEO? On va dire je veux pas te dire de bêtises, mais on a une marque très forte avec une notoriété très forte. Donc, on va dire que la source principale de trafic, c'est des accès directs à la centrale. Ok. Donc, voilà. En revanche, là où on peut gagner, on peut faire de la croissance, c'est sur des canaux comme le SEO, le paid, le SIA et ces choses comme ça. Donc, et le CRM est là où on a des poches de croissance assez fortes. Même si sur le SEO, on est plutôt sur des choses défensives parce que les algorithmes évoluant. Ouais. On est toujours en train de se battre contre le paid qui prend de plus en plus d'importance et plein d'autres effets de mise à jour d'algorithmes, etc. On en parlait au déjeuner aussi, sur la GenAI, il y a aussi une opportunité d'aller se positionner bien et se positionner au-dessus des concurrents. Donc, on regarde ça aussi. Donc, voilà, on a vraiment une vision un peu 360 de tous les canaux d'acquisition qu'on peut avoir. Et forcément, au quotidien, on regarde le trafic, les contacts qui sont générés par chacun de ces canaux. Ok, et du coup, tu me disais que les équipes SEO étaient plutôt donc, côté marketing. Mhm. Et c'est quoi? Vous allez avoir les équipes SEO qui vont pas mal vous solliciter, vous, côté product, selon les différentes squads, mais ça on l'abordera après comment vous êtes organisé. Mais ils vont vous solliciter pour que vous puissiez faire des chantiers. C'est plutôt vous qui êtes proactif là-dessus. Comment ça marche comment ça marche cette collaboration? Je dirais que c'est essentiellement drivé quand même par les équipes marketing, Ouais, que le SEO, les considérations SEO ouais. sont essentiellement drivées par eux. Mais en revanche, ça demande un pairing assez fort entre Hmm. product tech et marketing, parce que forcément, aujourd'hui, la bonne manière d'être bon en SEO, c'est d'avoir un produit qui répond aux besoins, qui génère du contenu, qui est capable de se placer sur les bons mots-clés. Et ça, c'est beaucoup de sujets très techniques, Ouais. de façon à bien se positionner, à bien défendre nos positions sur le SEO. Donc, forcément, c'est un co-lead Beaucoup de pairing entre les équipes nécessaires. ouais, voilà, bien sûr. Bien sûr. Ok, très bien. Et pour avoir un peu de la visibilité, on ne travaille pas à la centrale. Comment ça marche aujourd'hui? Tu as des équipes qui sont sur des périmètres particuliers. Alors, tu me parlais déjà du consumer facing et de la partie B2B. Est-ce Mhm. qu'il y a des encore plus petites équipes qui sont à des étapes particulières du funnel? Comment ça Oui, marche? voilà, on a des tribes qui sont la partie B2B et la partie B2C essentiellement. Ouais. Et au sein de ces tribes, on a essayé de découper des équipes en fonction de nos KPI business, mais aussi de nos artefacts techniques. Donc, tu as un Euh, product manager, donc tu as des mini tribes constitués d'un product manager et de ouais. quelques techs qui ont l'ownership sur une partie ou un objectif business. Mhm. C'est quoi, par exemple? Tu as des exemples à me donner? Par exemple, sur un artefact technique, on a une équipe dédiée sur les apps. C'est quelque chose qui est un peu spécifique à la centrale, parce que App mobile, ouais. la tendance, c'est un petit peu plus d'avoir
des équipes d'app qui travaillent dans chacune des feature teams. Mais nous, on avait un focus en 2025 pour donner de la croissance à cette app. Et il y avait vraiment des sujets spécifiques à l'app. Donc, on a créé une équipe comme ça. Je pense qu'aussi, on a des équipes qui sont beaucoup plus centrées sur des KPI. Notamment, on a une équipe qui est dédiée à tout ce qui est Search et Discovery. On a une équipe qui est dédiée à tout ce qui est contact, une équipe qui est dédiée à tout ce qui est apporter du trust et de la différenciation à notre produit. C'est un Donc peu en fait, comme ça les qu'on équipes a vont organisé. pouvoir travailler en soi sur un périmètre, par exemple, travailler toutes les deux sur des pages, sur la page produit, mais pour répondre à des objectifs qui sont in fine les mêmes, puisque c'est Ouais. ceux de la boîte, Alors, mais un peu la différents. difficulté, c'est de concilier la partie business, la partie Ouais. objectif et la partie artefact technique, parce qu'évidemment, chaque tech ne peut pas travailler sur tous les artefacts techniques de la boîte, mais on n'a généralement pas trop de difficultés à trouver le bon silotage pour créer des équipes qui sont très fortes et très focus sur leurs objectifs. Ok, trop bien. On approche de la fin. Je vais te poser deux dernières questions qui sont assez intéressantes et assez ouvertes. La première, c'est qu'est-ce que tu penses que la centrale, en tout cas les équipes en interne, ont à apporter de manière générale à tous ceux qui nous écoutent, quelque chose que tu trouves vraiment extrêmement bien fait en interne côté product, une méthodologie, un framework, un état d'esprit, une culture, enfin ce que tu veux. Qu'est-ce qui te marque et que tu voudrais partager aujourd'hui à l'audience? Je pense qu'en tout cas, sur la culture produit, il y a 2 choses sur lesquelles, la centrale est plutôt, heu, best in class, on va dire. On a instauré des rituels et des méthodologies qui nous permettent d'apporter de la clarté et du partage d'informations, au sein de l'entreprise. Donc je te disais, la stratégie, elle est souvent très claire, elle est même très claire. Heu, Elle est très largement partagée et en plus, on a créé des rituels comme des quarter planning sur lequel on travaille tous ensemble, dans lequel en fait on sent que on arrive à créer un engagement fort des équipes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait partager, en tout cas qui est très intéressant, qu'on retrouve à la centrale et même avant que j'arrive, il y avait vraiment déjà cet esprit-là. Ensuite, j'ai le sentiment qu'on crée des équipes produits qui sont très engagées et surtout certainement grâce à ça, mais qui sont très engagées pour suivre leurs KPI, qui a un vrai esprit entrepreneurial en interne qui existe et qui fait que si on est bloqué quelque part, bah, on va tout de suite shifter, pivoter pour trouver une autre manière d'atteindre nos objectifs. Et ça, je pense, quelque chose qui Un est aspect très lean du ouais, product, très ligne du product. Ouais, d'itération tout à fait. qui est en interne, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, très chouette. Et dernière question qui va nous intéresser, ta vision, toi, du product manager de 2026, à quoi il Ah. ressemble? Quel devrait être le product manager de 2026? C'est une très bonne question. Tu parlais de l'IA. Je crois que ça change, ça rebat un peu les cartes. Tout le monde voit le métier du product management évoluer. Heu, il y a l'IA et il y a bien sûr, l'aspect, beaucoup plus focus sur le ROI, beaucoup plus focus sur le business. Donc je pense que c'est, un product manager a encore plus cette double casquette, business et technique, qui est capable de comprendre comment fonctionne l'IA et qui est capable aussi de comprendre comment, générer, des lignes de revenus additionnelles, comment participer à l'ambition de l'entreprise et capable de positionner ses projets par rapport à des exigences d'un COMEX, par rapport à des exigences d'investisseurs, en tout cas. Ok, très chouette. Je partage ta vision.
Merci beaucoup, David, pour notre échange d'aujourd'hui. C'était hyper intéressant de pouvoir parler un peu du modèle de la marketplace qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui sur notre podcast, de voir comment tu pouvais mesurer le ROI, à quel point l'IA aujourd'hui était aussi une priorité à la centrale, et puis voilà, comprendre aussi quels étaient les business models qui se cachent derrière ces produits que certains ont déjà pas mal utilisés. Donc merci beaucoup pour ton intervention, c'était hyper inspirant, et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se fera une joie d'y répondre après coup. Merci David. Et puis à très bientôt sur notre podcast.